Pour cette troisième partie, avec différents retours d'expérience qui donc utilisent des gisements de types différents, on en reparlera un petit peu dans la conclusion. Et on va avoir la présentation donc d'abord de la caserne Ordener à Senlis par Clara Simet. On aura ensuite la Halle Gali par Atelier Plus 1 présenté par César Bazin. Et on aura enfin Selim Zouaoui qui présentera l'application Cycle Zéro et les publics qu'elle touche. Et c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Moi j'ai le plaisir de vous partager notre expérience on dit milieu rural, on était à Senlis, donc un peu en périurbain de la ville de Senlis, donc c'est pas non plus... disons qu'on n'était pas sur notre terrain de jeu habituel qui est la grande métropole et la métropole hyper dense. On intervient beaucoup à la coopérative Grand 8 dont je fais partie sur le nord-est francilien, donc beaucoup Seine-Saint-Denis, Paris 19e pour être même précis et localisé. C'est vrai que la pratique du réemploi, elle est souvent située et localisée et c'est souvent par un réseau d'acteurs riches qu'on arrive à construire au fil du temps, qu'on arrive à faire émerger les solutions en trouvant, en créant tel qu'on le peut aujourd'hui à son niveau de maturité, une robustesse dans des filières qu'on arrive quand même à pérenniser d'un projet sur l'autre. Donc c'est quand même très... je fais là-dessus un retour vraiment positif et c'est peut-être notre principale arme et outil et levier, enfin on l'appellera comme on voudra. Donc là aujourd'hui je vous présente une opération qui a son intérêt aussi. C'est une commande publique à laquelle nous avons répondu en tant que maître d'œuvre, donc nous sommes architectes, je ne l'ai pas précisé. Et donc la ville de Senlis qui s'est lancée dans la réhabilitation d'un ancien patrimoine militaire, dans sa reconversion globale. Donc on a sur tout le territoire français donc ce patrimoine. En rappeler justement qu'aussi on a un très gros enjeu, que le premier réemploi c'est celui des bâtiments. Et quelqu'un disait tout à l'heure qu'effectivement sur cette question-là, peut-être il y a justement un savoir-faire, une disposition qui est peut-être supérieure au milieu métropolitain, urbain, très contraint par la spéculation et très dans ces enjeux-là, et une force peut-être à revendiquer du milieu rural sur un rapport au patrimoine qui est peut-être plus... disons, à apporter de la valeur aux choses et aux objets urbains que parfois en ville on a un peu du mal à considérer. Parce qu'on sait que ça fait la valeur aussi de ces territoires-là, et donc il y a un vrai souci collectif à toutes les échelles en milieu rural, et ça je pense que ça peut être aussi un énorme levier dans la question du réemploi. Donc je reviens à ce patrimoine militaire qui est un patrimoine, on a comme ça beaucoup de grands propriétaires fonciers, que ce soit la SNCF, donc effectivement l'armée, qui sont grands propriétaires fonciers avec des bâtiments qui arrivent à obsolescence ou qui n'ont plus d'usage pour différentes raisons. Enfin, il faut souhaiter que pour le militaire, ça dure un peu. Et donc, cette caserne Ordener, la ville de Senlis se porte acquéreur d'un ancien logement pour les personnes, enfin pour l'armée, logement pour les soldats, pardon. Et donc, elle confie à la SHLM de l'Oise la mission de sa réhabilitation et de sa conversion. La SHLM se penche donc sur ce patrimoine et souhaite porter une réflexion sur un programme innovant qui puisse s'adapter justement à ce foncier particulier, qui ne pourra pas accueillir les typologies habituelles, avec une réflexion sociale aussi sur le territoire, de se dire on est dans une ville qui est relativement riche, pour aller droit au sujet, et donc avec aussi des jeunes actifs qui travaillent, qui à l'aéroport, qui dans des services à la personne, etc., qui ont du mal à se loger, donc c'est un enjeu social du territoire. Et donc la
la nécessité d'inventer des espaces, des logements qui mettent en avant beaucoup plus le partage des espaces et des services, à la fois pour amener plus de pouvoir d'achat pour ces personnes et en même temps de promouvoir ce modèle qui est un peu plébiscité aussi par une autre génération qui est moins frileuse sur la question de la colocation. Et donc voilà, et en milieu social, c'est un modèle qu'on retrouve pas mal dans le milieu privé, mais qu'on retrouve pas beaucoup dans le logement social. Et donc, courageusement, la SHLM se penche sur ce sujet et nous passe commande, donc, pour avoir pour imaginer ces 18 logements. Donc, on fait une forme d'étude de faisabilité, finalement, en répondant pour voir les capacités, c'est-à-dire partir du bâti lui-même pour en conserver le maximum. On est sur un bâtiment qui est initialement en béton, avec beaucoup de béton. L'armée avait du béton. Et donc, elle en a mis partout, y compris dans les charpentes. Enfin bon, c'est des curiosités comme ça. Donc, c'était monomatériaux, contrairement à ce que dit pas ce bâtiment, qui a un petit air patrimonial. Donc là, c'est après la rénovation. Vous voyez que là, on était très tenu dans un contexte patrimonial avec un architecte des bâtiments de France extrêmement vigilant en vis-à-vis de la cathédrale de Senlis, qui ne souhaitait pas avoir aucune saillie de rien. Donc on est très silencieux sur ce bâtiment-là. Et donc une série de financeurs, là on pourra y revenir, ou plutôt vous pourrez interroger la maîtrise d'ouvrage parce que j'aurai pas toutes les réponses. Donc sur cette conservation au maximum, vous voyez là, on voit les grands refends qui nécessitent percement, donc là être très sobre aussi dans la déconstruction et la démolition, et une étude sur donc ces typologies dont je vous parlais. L'idée qui est portée tout de suite et qu'on embraye nous aussi dans les dessins et dans les propositions, c'est d'avoir un maximum de commun aussi, de ne pas avoir de pouvoir partager des surfaces et toujours de la matière qui n'est pas consommée, de l'espace partagé et de l'énergie aussi. Voilà, donc beaucoup de qualité apportée sur des espaces de vie partagés. On sortait du Covid, en plus, c'était des enjeux très importants aussi. Des éléments aussi sur la buanderie, etc. Et puis donc, dans Premier Geste, on se dirige, et je voudrais le rappeler aussi, on l'a un petit peu évoqué, c'est que les questions de ressources en matière locale, elles s'articulent, et particulièrement en milieu rural, immédiatement avec les questions du bio et du géosourcé, qui sont évidemment les matériaux à moindre impact quand ils sont sourcés correctement. Et souvent, il y a une connaissance de la filière locale quand on est en milieu rural. Et cette articulation-là, elle se fait souvent avec, dans la démarche de réemploi, c'est des choses qui fonctionnent très bien en synergie. On peut être globalement dans cette économie qu'on va dire circulaire. Et là, en l'occurrence, donc on a privilégié la filière plâtre pour ce qui était justement la dimension ABF et puis sur son faible impact en tant que matière géosourcée. Et puis le chanvre aussi, puisque on est dans l'Oise, on a d'importantes carrières de plâtre avec leur disponibilité et les savoir-faire qui sont encore présents sur le territoire. On a beaucoup parlé de filière et c'est effectivement très important. Et puis de l'isolation donc en chanvre, en mélange chanvre-plâtre, élaboré par une usine locale Vieux-Geau. Donc ces partenariats-là qui sont... voilà. Avec se dire aussi que sur le territoire, effectivement, on a cette matière bio et géosourcée qui serait disponible pour la réhabilitation de nos bâtiments, qui sera le grand chantier à venir. Et effectivement, on est dans des conflits d'usage aussi sur ces différentes terres, avec la multiplication des usages. Effectivement, la Loisanne, qui on l'espère atterrira bien, et également les partages d'espace en conflit avec l'agriculture, la préservation bien sûr de la biodiversité. Sur le Plâtre, c'est un sujet, on est en milieu urbain, voilà. Et donc la nécessité de se tourner avec ce que la ville a déjà produit, et donc là on a essayé de multiplier les sujets de réemploi possibles. Comme on est sur du logement, il y a finalement même à toutes les autres échelles nationales peu d'expérimentation dans le cadre du logement en commande publique
sur l'atterrissage en réemploi et la possibilité Donc on a souhaité aller sur des sujets, disons, ça j'ai déjà expérimenté sur d'autres opérations, mais l'innovation là, c'est un peu de le mettre justement dans cette gouvernance qui est particulière d'un marché public avec une SHLM classique dans ses montages avec des publics ciblés. Donc là, en première démarche, il y a eu la dépose des tuiles du toit qui ont été elles-mêmes remployées dans le bâtiment même, c'est-à-dire nettoyées, reposées, et puis la dépose de l'ensemble des lithos avec la collaboration de l'entreprise pour pouvoir inventer un petit chevalet. Alors le réemploi, c'est vraiment des choses qui se passent dans des détails et en collaboration avec les artisans très très souvent qui sont de bonne volonté sur ces sujets dans la plupart des cas. C'est quand même assez rare qu'ils ne trouvent pas que l'argument de bon sens, en tout cas, d'une pratique que souvent ils n'ont pas abandonnée eux-mêmes, c'est-à-dire que dans les entreprises, en réalité, peu de choses se perdent réellement quand elles ont encore un petit peu de valeur. Là, c'était d'identifier les lithos qui sont vraiment des éléments de très faible valeur. C'est du bois qui n'est pas d'abord de très très bonne qualité initiale et d'essayer de leur trouver aussi pour un moment, qui se retrouve dans le projet de manière un peu visible. Et donc, il y a la création de ces plafonds de toutes les circulations qui ont une dimension acoustique et une dimension aussi de qualité et de rapport à la matière dans du logement social qui sont dans des budgets évidemment serrés. Ensuite, assez simplement aussi, le réemploi des radiateurs. On a travaillé avec Switch, bureau d'études environnement et thermique, qui a fait donc les études thermiques, une forte isolation par l'extérieur comme vous avez pu le voir, donc des besoins qui sont mesurés. On est sur une chaudière au pellet et donc la dépose soignée par le plombier, et ça c'est des choses qui sont maintenant très accessibles. Les savoir-faire, les plombiers les ont encore, plombiers chauffagistes. Et donc là, une petite innovation, c'est chez celui-ci qui a bien voulu se prêter au jeu de créer, et donc la dimension créative qui peut se retrouver aussi chez les artisans, créer ce petit sèche-serviette qu'on retrouve à partir d'éléments qui sont finalement de l'assemblage d'éléments dissociables. Ce sèche-serviette qui rentre dans le cadre de la qualification NF, environnement, qui était exigé ici. Donc on est dans un cadre assez contraint sur ces sujets-là, mais néanmoins ça a été rendu possible. Le réemploi de l'ensemble des sanitaires du site même, qui était en nombre important, et puis le travail de réemploi aussi également sur les carrelages. Alors là, c'est plutôt de la caractérisation de fin de stock. Vous savez sûrement que sur le carrelage, on ne sait pas remployer... littéralement, on ne trouve pas d'économie aujourd'hui, en tout cas pas en Île-de-France, peut-être sur d'autres territoires, d'économie. Les cols étant tellement puissantes au moment de la déconstruction, la pétrochimie a inventé des outils performants que sont ces cols, et au moment de la déconstruction, en fait, il y a trop de casse. Donc les taux d'échec sont trop importants, le modèle économique ne se monte pas derrière, et donc on fait bien plus appel aux fins de stock des entreprises. Et donc là, c'est le recours qu'il y a eu ici, et les entreprises se sont bien prêtées au jeu en don, c'est-à-dire en déstockage de leur propre hangar, retour de chantier en fait, hein, ces petits peu qui font tellement de volume partout à l'échelle nationale. Si un jour il y a un inventaire de tous ces volumes, ça doit être absolument colossal en coût aussi de stockage, puisqu'on a beaucoup évoqué la question logistique, mais voilà. Donc dans le montage, en fait, l'entreprise, elle fait don de cette matière. Elle n'est pas demandé de restituer en fait le moindre coût que ça représente pour elle de se séparer de cette matière. Quoique si elle faisait le coût du stockage, finalement, ça ferait peut-être l'équivalent neuf. Mais là, comme elle a un surcoût qui est lié au calpinage, qui n'est pas simplement de tout mettre en blanc, en bleu, en rouge, qui est facilité,
Là aussi, d'ailleurs, la créativité du poseur est mise à contribution. Donc, c'est intéressant aussi de ce point de vue-là. Et bien, du coup, on arrive à un équivalent neuf avec un matériau qui, finalement, est neuf, pratiquement. N'a pas été sollicité. Donc, on sort un tout petit peu du cadre du grand emploi, mais c'est des gisements qui sont quand même très intéressants. Il y a un opérateur qui est du côté de Toulouse, la maison Carrel, qui, lui, s'est porté en logisticien et qui donc arrive à stocker les matériaux et à faire tout le lien et la mise en ligne de ces matériaux-là et qui est opérant sur du logement social. Donc, c'est possible. C'est pas encore existant en Île-de-France, malheureusement. Voilà, et puis un dernier emploi un peu austère sur de la moquette. Il fallait beaucoup de neutralité et en même temps, c'est des gisements qui sont aussi là en Île-de-France très en place. Il faut aussi se dire qu'effectivement, on a la disponibilité qui est liée à la proximité de la métropole. En fait, la proximité et la source locale de matériaux sur la question du réemploi, elle est toute relative et moi j'incite vraiment à la considérer de manière très à l'échelle régionale parce que effectivement, alors ça dépend du matériau. C'est un peu comme la paille. Utiliser de la paille en isolation, si on va la chercher très loin, ça n'a aucun sens. Donc là, elle doit être vraiment sourcée localement et dans de bonnes conditions. En revanche, quand vous êtes sur un gisement de métal, il peut être pertinent avant que l'équivalent carbone soit atteint par rapport au neuf. Vous pouvez faire, je pense, on avait fait le calcul, mais des transports bien plus considérables que même l'autre bout de la France. Donc c'est à considérer en fait sur chacun des gisements. Quand on est sur des volumes importants, je prends par exemple des sujets de charpente, ça peut se considérer sur une échelle très élargie. Et là, du coup, effectivement, il y a la nécessité d'avoir des plateformes tampons locales, mais on va bien plutôt, et je pense notamment à l'outil BTP Match là, de plateforme à l'échelle francilienne, on va plutôt bien plus pouvoir considérer sur certains gros ouvrages la possibilité justement de profiter de cette proximité de la métropole et de plus le voir aussi et l'autre levier qu'on évoquait tout à l'heure, c'était aussi cette moindre pression sur le foncier. Ici, la ville de Senlis a mis à disposition sur la caserne un bâtiment qui était vacant, qui a permis le stockage temporaire pour ne pas encombrer le chantier des matières qui avaient été déposées, donc de faire un magasin de proximité du chantier. Voilà. Je fais une présentation un peu courte. Est-ce que vous avez quelques questions pour Clara? Oui, et s'il vous plaît, si vous pouvez vous représenter du coup, quand vous posez Clara, je suis Arthur Fredonnet, architecte. Je posais la question de comment cette volonté du coup, de l'emploi a été traduite dans les marchés aux entreprises, notamment sur le fait qu'il y avait une variante, qu'il y a eu dans le zéro. Alors nous, notre pratique en fait, donc je ne l'ai pas dit, mais on a des pratiques plus poussées sur des... On avait l'expérience en fait de pratiques plus poussées sur d'autres projets. On avait expérimenté plusieurs formats de marché. Notamment avec la ville, le format de conception-construction qui était assez intéressant avec l'architecte mandataire en phase étude, qui permettait des collaborations avec les artisans et les entreprises très en amont sur comment sourcer la matière, comment la transformer, et voilà, et pouvoir ensemble faire la conception de la déconstruction, conception de la dépose, caractérisation bien sûr en amont collective, et les artisans ils sont plus forts que nous, architectes, sur ces questions-là, donc on a vraiment besoin de leur savoir sur les sujets. Donc voilà, ce format-là, et puis mise en œuvre, etc. Et puis là en l'occurrence en fait elle a été intégrée au marché et on l'a intégrée donc avec des préambules et aussi des temps de sensibilisation en fait au moment des négociations avec les entreprises, des temps de sensibilisation aussi tout le long du chantier, mais notamment en démarrage pour bien poser le cadre des intentions qui étaient quand même là, de la maîtrise d'ouvrage très clairement affirmée sur cette question.
avec un soutien aussi des élus. La ville était partie prenante aussi. C'est très aidant, évidemment, sur ces questions. Mais sinon, sur l'intégration dans les pièces de marché, la solution en réemploi sur les sujets qui sont non complexes, qu'on considère, nous, non complexes, donc on considère, nous, vraiment comme de la technique courante. Il y a un débat sur la question, mais sur tout ce qui concerne les sanitaires, radiateurs, seconde œuvre, moquette, enfin, un peu tous les sujets qu'on a là. Hein. Là, il n'y avait que des sujets simples, j'ai envie de dire, hein, sur ce sujet-là. Eh bien, on les propose en base réemploi. Et si vraiment, pour rassurer tout le monde, on n'y arrivait pas, tout ça, il y avait la possibilité de se retourner vers la solution neuve. Mais ça n'a pas été un sujet. Voilà. Sur ces sujets-là, et quand on est sur de la plus grande complexité, c'est une conversation à avoir avec sa maîtrise d'ouvrage sur l'évaluation de la prise de risque. Et là, vraiment, il y a autant de cas de figure que de sujets. Tu veux poser une question ? Oui, c'était simplement sur le prix au mètre carré comparé à une opération similaire. Est-ce qu'il y a eu un surcoût ou pas par Alors, rapport au temps sur l'opération globale, elle n'est pas tellement due au réemploi là, parce que ça représente une part du marché finalement pas si importante. Elle y est plus sur la question du biosourcé. Okay. C'est plus là-dessus. Mais ils sont donc effectivement sur un coût de travaux qui n'est pas celui, je l'avais noté quelque part parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais qui n'est pas celui de, je crois que je l'ai mis quelque part, c'est pas la dernière version ça, peut-être. Je t'ai envoyé. Bon, on est au-dessus de 2000 €. Donc en réhabilitation, c'est aussi la réhabilitation qui est le contexte donc assez contraint. Là, on avait des refends très importants, donc on a un coût de démolition aussi qui était de parois épaisses en béton donc il faudrait qu'on prenne ce temps pour faire une analyse fine, de savoir exactement qu'est-ce qui a causé quoi dans le surcoût. Mais bon, on n'est pas dans des dépassements colossaux du tout. Ça reste quand même une opération, et à tel point que d'ailleurs ils nous commandent ils ont lancé l'appel d'offres là pour la réhabilitation du même ouvrage donc ça reste dans leur scope financier. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire du réemploi en dehors du réemploi in situ, du réemploi ex nihilo, on va dire des choses des choses qui étaient sur site que vous avez pu donner à des plateformes? Oui, alors ça, oui, il y a eu des retours, oui, je ne l'ai pas précisé là. Donc il y avait une traçabilité des éléments entrants, donc il y a eu effectivement un diagnostic, il y a eu le PEMD, puis le diagnostic ressources, et puis donc il y a eu soit du don aux plateformes, soit dans l'histoire... que je me rappelle. Alors, en fait, la ressource, elle était quand même pas folle, ici. Il y avait des sanitaires, donc il y a les sanitaires en surplus qui sont partis chez Ravi. Mais j'essaie de me rappeler. Non, pas tant que ça, en fait. Il n'y avait pas tellement de sujets. On avait initié quelque chose sur le béton, puis on n'a pas mené plus loin. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés d'ordre, vous avez parlé du carrelage avant, est-ce que vous avez rencontré des difficultés d'ordre technique? Est-ce que parfois le choix de l'emploi a été motivé par des économies, ou est-ce qu'il y a des moments, vous auriez voulu faire du réemploi, vous n'avez pas pu le faire parce que la chaîne logistique derrière n'était pas bonne? Est-ce que vous avez eu qu'est-ce qui vous a motivé à faire du réemploi parfois, peut-être aller plus loin dans certains moments? Oui. Qu'est-ce qui vous a freiné aussi dans le réemploi de certaines parties ou dans cette pratique de manière générale? Alors là, je vais vous dire, en fait, très honnêtement, on s'est plutôt freiné à ne pas aller trop loin dans le réemploi. Parce que, encore une fois, notre pratique de base, chez Grand 8, c'est le premier geste, c'est le réemploi. Et ensuite, quand on n'arrive pas à remployer, éventuellement on peut biosourcer, éventuellement on peut recycler, et en toute fin, on prend du neuf. Mais on en prend aussi, bien sûr. On prescrit, je veux dire.
Donc je peux pas le tourner comme ça. On a plutôt voulu accompagner la SHLM sur un chemin de sécurité et pas partir dans des sujets trop foufou qu'on peut mener parfois, mais disons plus audacieux. Et comme c'était, encore une fois, en logement social, on a très peu de retours d'expérience sur le réemploi. Donc voilà, on voulait qu'ils puissent aussi, parce que évidemment, les SHLM, ils ont des très gros enjeux. Enfin, et les bailleurs, en général, on travaille avec beaucoup de bailleurs là, à Paris aussi, Paris Habitat, la RIVP sur ces sujets. Ils ont évidemment un très gros enjeu de maintenance et de capacité aussi d'habitabilité du locataire et de tenue de ses ouvrages dans le temps. Donc la question de la robustesse et de la maintenance, elle est première. Je pense que le réemploi est une chance aussi sur ces sujets-là, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, mon petit retour d'expérience des 10 années passées, là, presque, c'est ça quand même. Mais là, on a voulu faire appel plus en fait aux ressources entreprises sur ce sujet-là. Parce que en fait, la difficulté dans ce type de marché public, c'est que vous ne savez pas qui sera preneur, donc voilà. Vous pouvez mettre ses intentions malgré tout dans les appels d'offres, mais celui qui va remporter l'appel d'offres, c'est quelqu'un qu'il va falloir généralement quand même acculturer, même si je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bonnes dispositions chez la plupart des entrepreneurs sur ces questions. Néanmoins, c'est pas des choses qu'ils pratiquent, sauf cas particulier, au quotidien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est allé sur ces sujets assez simples. Et là, peut-être ce qui était porté, finalement, la question de faire du chaud-chanvre sur l'isolation extérieure était peut-être peut-être moins voyante, mais finalement plus compliquée à porter. Pas parce qu'il n'y avait pas les savoir-faire, mais pour des raisons financières, en fait. Mais celui-là, en fait, il n'y a pas eu de sujet, pour vous dire, très honnêtement. Il n'y a pas eu de frein particulier, surtout que vous voyez le plombier qui se prête à l'exercice, etc. Je crois que c'est très longtemps. Merci, Clara. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je suis César Bazin, je suis architecte associé de Atelier Plus 1, qui est une agence d'architecture parisienne, Alberti-Villarienne plus exactement. Donc d'Aubervilliers pour ceux qui savent. Et on travaille beaucoup, alors on est un peu les petits cousins de Grand 8, on travaille beaucoup sur des questions de réemploi et de biosourcé, de géosourcé. Et forcément ces sujets-là, ils amènent aussi la question du chantier et des modes de chantier, aussi du chantier ouvert, du chantier participatif, du chantier de formation, du chantier d'insertion, qui sont un peu des corollaires de ces domaines-là. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et je vais vous parler d'un projet qu'on a mené il y a quelques années maintenant, qui s'appelle la Halle Galie, qui se situe dans le quartier de Galie, qui est un quartier en transformation au sud de Versailles. Enfin plutôt à l'ouest de Versailles d'ailleurs, à la frontière entre Versailles et Saint-Cyr. Donc un projet qui était mené par la maîtrise d'ouvrage d'ICAD et la ville de Versailles, en partenariat avec la ville de Versailles. Et on a travaillé avec des entreprises, bien sûr, et notamment l'entreprise Cycle Up qui a eu un rôle assez important dans le projet. Il s'agissait donc d'un chantier expérimental, on va dire, et transitoire dans le cadre de la Biennale d'architecture et de paysage, donc pas celle qui a lieu en ce moment, mais la précédente, lors de laquelle il était question de réhabiliter partiellement une halle dans ce quartier en transformation qui est en train de devenir un quartier de logement, et d'utiliser cette halle comme une scénographie d'exposition, enfin un des lieux d'exposition pour la Biennale d'architecture et de paysage. Donc je vous ai remis l'emplacement. Donc on est dans le Cercle Blanc, à l'ouest de Paris et de Versailles, dans une zone. Donc je l'ai renoté, mais Versailles évidemment est une ville urbaine, un grand centre urbain, mais qui a quand même plus de 45% de son territoire qui est rural. Donc même dans des zones relativement proches de Paris et accessibles, en fait, on trouve des zones rurales, des territoires en fait plus mixtes qu'on ne le croit. Et donc on trouvera. C'est un territoire qui est un peu
à la frontière entre évidemment la ville et la grande ceinture, et donc on retrouve des problématiques et des contraintes liées au territoire rural et aussi à la périphérie urbaine. Donc il y a des contraintes ou des qualités, on va dire, des possibilités liées à ces deux territoires bien différents. Donc voilà un peu une image qui est, je crois, le plan guide ou une grande axonométrie du projet du quartier sur lequel on n'a pas spécifiquement travaillé, mais c'est pour vous situer. Donc c'est une vingtaine d'hectares à la lisière du parc du château de Versailles, qui est juste de ce côté-là, et de la route départementale qui se trouve ici, en direction de Saint-Cyr, qui est là. Et à l'entrée de ce site, donc c'est une ancienne caserne militaire, encore un grand foncier militaire en transformation, foncier qui a été on va dire à 90% rasé avant notre arrivée. Il avait été choisi de ne conserver qu'une halle, ainsi que 2 maisons meulières qui se trouvent ici et là. Alors évidemment, nous on a un peu regretté ce choix, mais on arrivait bien après évidemment le travail de l'aménageur, qui donc avait fait le choix de démolir ce qui était lié notamment à la pollution excessive du site, et de ne conserver que ces 3 bâtiments. Donc nous on travaillait spécifiquement sur cette halle qui à l'époque était vraiment au milieu d'une grande friche. Aujourd'hui ça a beaucoup poussé tout autour, et le sujet était d'aménager donc le tiers sud de la halle qu'on voit à droite, pour en faire un lieu, comme je disais, d'exposition temporaire. Donc nous on a profité de ce cadre pour en faire un cadre un peu expérimental et pousser le sujet du réemploi. Et on a pris cette opportunité de travailler pour le compte d'ICAD, de travailler avec cette entreprise qui s'appelle Cycle Up, que vous connaissez peut-être, et dont ICAD est notamment actionnaire. Donc ça nous a paru très naturel de leur proposer tout de suite un partenariat privilégié, ce qu'ils ont accepté avec joie, et ce qui nous a permis d'essayer de pousser un maximum la question du réemploi. Donc là on voit un peu l'état existant de la halle. Donc c'était vraiment une coque brute qui avait déjà été en partie curée, et dans laquelle il n'était pas question d'aménager intégralement, mais plutôt de faire une boîte dans la boîte, et de travailler juste sur la mise hors d'eau, hors d'air de cette halle, et ensuite travailler une petite enveloppe isolée à l'intérieur. Donc c'est vraiment un tout petit projet qui en plus donc était, comme je l'ai dit, transitoire, mais sur lequel on a essayé justement de pousser un peu les curseurs de réemploi. Donc comme ça j'ai dit un petit peu la mise hors d'eau, hors d'air, la réversibilité et la polyvalence de l'aménagement, minimiser l'impact carbone, aussi un démonstrateur puisque c'est dans le cadre de la biennale, donc il fallait aussi que ça se voit, on va dire. Et l'idée c'était un accueil de public ponctuel, une maison du projet aussi, puisque c'était dans le cadre de l'aménagement du quartier, que ça puisse être une sorte de salle de réunion et une extension de la base vie du chantier par la suite. Et il avait été question que ce soit une maison de vente, mais ce qui a été finalement annulé en cours de route. Voilà, donc j'ai mis quelques slides sur la question de la consultation, parce que ça a été évoqué juste avant, sur le type de marché qui a été passé. Donc le Cycle Up avait un peu un rôle de pont entre faisant partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisqu'elle a été vraiment avec nous pendant le temps des études sur la recherche de gisements et la meilleure élaboration du projet. Et ensuite, elle a été destinataire du lot 0, donc, qui était le lot réemploi, dans lequel il y avait, qui était en grande majorité, voire exclusivement, un lot de fournitures de réemploi. Mais aussi donc, l'approvisionnement, la requalification et le bilan environnemental à la fin du projet. Voilà, c'est pas très excitant comme slide, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y avait un lot réemploi dans lequel il y avait les fournitures variantes, des options, enfin qui, comme on l'a dit, il y avait majoritairement ce lot réemploi qui était dédié à ça pour aussi distinguer et on va dire acculturer aussi les autres entreprises qui ont réalisé le reste des travaux, mais ce qui permettait aux autres entreprises justement de s'y référer et de faire le pont entre ce qu'elles ont l'habitude de faire et ce qu'elles ont moins l'habitude de faire. Donc sur le chantier, on a réemployé l'ensemble des matériaux que vous voyez ici. Il s'agit, la plupart des matériaux sont des matériaux de réemploi, mais il y a aussi du déstockage, comme ça a été montré par Clara juste avant. Donc, notamment le carrelage, je pense notamment à ça.
Mais on a essayé, en fait, la difficulté ou l'enjeu un peu de ce projet, qui encore une fois était tout petit, c'était la démultiplication des matériaux de réemploi et des lots concernés. Et donc il a fallu, pour chacun de ces matériaux et de ces sujets, trouver des petites solutions et des petites adaptations, puisqu'on était avec une entreprise générale qui avait des savoir-faire généraux, mais donc s'est retrouvé avec plein de petites emmerdes, on va dire, sur chacun des lots et chacun des matériaux pour lesquels il a fallu trouver des solutions au fur et à mesure, au fil de l'eau. Ce travail, il a été donc précédé par des échanges assez fournis avec CycleUp qui nous faisaient qui donc connaissaient le contenu du projet. Il y avait des rendez-vous réguliers avec eux pour qu'ils sachent où on en est de la recherche, et donc ils nous fournissaient régulièrement des fiches d'identification de matériaux adaptées spécifiquement au chantier. Une qualité, on va dire, qui est à mettre en lien avec le sujet du jour, c'est ce grand foncier, cette grande enveloppe qu'on avait à disposition nous a permis d'être assez flexible sur le stockage des matériaux, leur approvisionnement. Donc on avait plus de délais aussi pour stocker sur site, reconditionner aussi. Donc l'entreprise CycleUp a fait appel à un sous-traitant, c'était Ares, il me semble, qui faisait le reconditionnement des matériaux et qui a donc pu faire quasiment l'intégralité sur site. Et donc ça, c'est aussi une qualité qu'on retrouve. Je m'étais noté que la région Île-de-France justement recense à peu près 3000 friches en Île-de-France, qui représentent plus de 4200 hectares. Et donc ces friches, c'est aussi du patrimoine et du réemploi potentiel, avec des friches de tertiaire, d'activités, agricoles, de logements parfois. Et donc ces grandes friches, elles sont autant d'opportunités, et dans un peu toutes les communes, enfin les communes de toute taille, de toute envergure, on trouve souvent ces grands fonciers. Donc c'est aussi c'est un peu celui-ci en est un peu un témoin, enfin un terrain d'expérimentation assez propice. Et voilà, donc on a quelques images qui sont pas qui ne montre que partiellement un peu tout ce travail qui a été mené au long terme sur les matériaux. Donc on retrouve en fait le réemploi un peu sur l'ensemble de la boîte, à la fois donc le hors d'air de la halle, mais aussi sur la boîte intérieure qui a été réalisée en ossature bois avec isolation en laine de bois réemployé et enduit terre, donc terre issue de l'entreprise Cycleterre, donc c'est des terres réemployées du Grand Paris. Voilà, on revoit à nouveau quelques images. Quelques enseignements. Donc d'abord un contexte facilitant, puisque comme je l'ai dit, c'était un caractère temporaire et expérimental qui nous a permis de, on va dire, s'abstraire de certaines contraintes. La nature même du bâtiment, le stockage et la remise en état du site, la relation spécifique entre la maîtrise d'ouvrage et une des entreprises. Le travail avec la collectivité et les services techniques qui étaient aussi sensibilisés et mobilisés pendant le temps du projet. Et des difficultés, donc un nombre de fournitures très important par rapport au quantitatif, puisque comme on l'a dit, c'est souvent plus facile de faire du réemploi quand on a un gisement et qu'on va avoir une difficulté qu'on va résoudre et ensuite on va poser 100 fois le même élément. Là, on avait très peu d'éléments, peu de quantité, mais beaucoup d'éléments différents. Une temporalité assez courte des études et du chantier, donc qui a demandé une mobilisation assez, qui a été compensée par le fait que CycleUp était présent dès le début du projet, et certaines fournitures techniques qui étaient plus difficilement remises en état, comme je l'ai dit. Je n'ai pas mis spécifiquement d'exemple, mais voilà, sur certains lots techniques, il a fallu trouver des astuces pour s'en sortir. Un lot réemploi, j'avais mis quelques avantages aussi, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps dessus, mais ça permet de cantonner un peu les responsabilités et de faire un peu moins peur au démarrage aux entreprises qui sont moins familières, d'acculturer les entreprises qui justement ne le connaissent pas, réduire le risque de marché infructueux aussi, voilà.
le reste, tout est écrit, donc je ne vais pas tout vous le dire. Merci, et je vous ai mis notre site internet sur lequel on travaille sur d'autres sujets de réemploi qui étaient un peu moins spécifiques à des territoires ruraux, puisqu'on travaille aussi beaucoup en Île-de-France, en métropole, plutôt en territoire urbain. Mais je tenais à ajouter un point sur la question justement du réemploi, notamment des lots plus complexes, donc par exemple du gros œuvre. Donc les charpents de bois, c'est un sujet sur lequel on a travaillé par ailleurs dans d'autres projets, et qui sont souvent propices qui sont des sujets pour les territoires ruraux, puisqu'il y a souvent des artisans et des savoir-faire. Et voilà, donc c'est des choses qu'on aime travailler par ailleurs. Et un dernier point sur le réemploi des matériaux aussi biosourcés et géosourcés, qu'on travaille aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille à l'agence, puisque le béton de chanvre, par exemple, ou la terre sont des matériaux qui sont mis en œuvre, de plus en plus mis en œuvre récemment, mais dont le sujet du réemploi peut être mis d'ores et déjà sur la table, puisqu'il y a la question de la caractérisation de ces matériaux. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que dès maintenant, dès aujourd'hui, on peut caractériser ces matériaux. Donc on a pu travailler avec l'ADEME sur le sujet du chanvre, par exemple, pour permettre son réemploi futur dans d'autres contextes et dans d'autres projets. Voilà, j'espère que j'ai pas pu dépasser. Pour les questions, on vous propose plutôt de les poser après, et on va avancer, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Et du coup, on va passer à la dernière présentation, celle de Cycle 0. Bonjour à tous. Pour changer, je suis architecte aussi, donc, et je suis cofondateur de la solution Cycle 0. Je vais tout de suite vous présenter la solution, et puis après on pourra parler de Rex pour vous montrer en quoi la captation de gisements permet aux zones rurales en fait, de pouvoir rénover plus facilement et augmenter le pouvoir d'achat en fait, des personnes vivant plutôt dans le périurbain. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Cycle 0, c'est la première application qui permet de réemployer gratuitement des matériaux de chantier. Elle est née grâce à la rencontre entre l'économie circulaire et l'expertise chantier à travers le profil de Karim Alepsir, qui est donc architecte, qui est architecte spécialisé en MOX et en direction de chantier de grande envergure. Donc elle a travaillé sur des chantiers comme la Tour Alto à la Défense ou plus récemment le siège de la BPRI. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est l'ancien journal Le Monde. Et elle est formée à l'économie circulaire, la tech, parce que du coup l'un des cofondateurs est lui designer UX/UI, et moi-même, donc moi je suis architecte comme je vous l'ai dit, et je suis issu d'une famille du BTP, ce qui fait un peu ma spécificité dans le sens où j'ai passé ma vie sur les chantiers. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait énormément de matériaux qui étaient gaspillés et qui pouvaient être réemployés comme des tuiles, de l'isolation, ou même des cuisines équipées. Et là on peut voir aussi les dalles de faux plafond, les sols, des choses qu'on réemploie facilement. Au-delà du gâchis, le constat il était simple, on est parti de celui-là, c'est que c'était une situation qui était perdant-perdant, perdant à la fois bien sûr pour l'entreprise et perdant pour la planète. Alors, pour comprendre pourquoi il y avait autant de gaspillage, on a décidé d'aller sur les chantiers, à la rencontre des ouvriers et des chefs de chantier, et comme vous devez le savoir, le réemploi il était limité, ça pour des raisons de normes sur les chantiers professionnels. Mais une solution existe, et c'est là qu'on s'est intéressé à une autre cible, les particuliers. C'est plus de 1 million de chantiers en France. Et c'est donc là qu'est né Cycle 0. Alors le principe, il est simple. Vous avez des gisements qui se trouvent sur les chantiers. Ces gisements sont postés sur l'application et ces matériaux donc, sont envoyés, ces annonces sont envoyées aux particuliers situés à proximité. L'idée, c'est que l'action reste locale. Ensuite, ces particuliers se déplacent sur les chantiers et viennent récupérer par leurs propres moyens les différents matériaux. Aujourd'hui, Cycle 0 en chiffres, rapidement, c'est 300 000 téléchargements, c'est un temps pour trouver un réemployeur de 8 minutes, c'est plus de 750 tonnes de matériaux réemployés, et pour donner juste un cas d'exemple, par exemple, c'est 1500 fenêtres PVC double vitrage l'année dernière qui ont été réemployées. Voilà. Alors, je vais prendre un Rex sur du réemploi de radiateurs qu'on a réalisé, donc c'était sur une opération d'IDO, dans le 14e arrondissement de Paris, donc c'était l'entreprise GTM, il y avait 300 radiateurs donc, de disponibles sur site. On a eu 10 jours en fait pour organiser l'opération.
c'était donc ces 10 jours, donc un jour avant de préparation, donc pour identifier les différents radiateurs qu'il y avait donc à réemployer. Il y avait 20 types de radiateurs différents. Il y avait des préconisations, bien sûr, que vous devez connaître par rapport aux questions de sécurité par rapport au chantier. Donc c'est là où il y a le tampon est important, c'est-à-dire qu'en amont de chaque chantier, ce que nous on réalise chez Cycle Zéro, c'est qu'on va demander à l'entreprise, et on se met en lien aussi avec le CSPS pour vérifier les règles de sécurité propres à chaque chantier. Ces consignes sont données donc aux personnes qui vont pouvoir récupérer, donc qui vont devoir s'équiper d'EPI. Ça dépend, ces EPI dépendent d'ailleurs à chaque fois selon les types de matériaux qui sont récupérés. Ensuite, une fois que tout ça c'est validé, nous on poste les annonces donc, sur l'application et ensuite ces annonces sont réservées donc, par les personnes. Bon, là pour donner un ordre d'idée, donc c'était 300 radiateurs. Les 300 radiateurs sont partis en l'espace de 10 minutes. Donc en fait on postait les annonces et il y avait déjà d'autres radiateurs qui étaient récupérés. Il y a un besoin qui est énorme en fait de la part des particuliers, et ça c'est pour des raisons économiques que tout le monde sait, inflation des prix bien sûr, et aussi augmentation des taux sur les crédits par rapport pour les primo-accédants, où en fait on se retrouvait avec et c'est d'ailleurs la majorité, c'est 75% de nos récupérateurs qui sont primo-accédants, qui ont 3 000 € de revenus par foyer, et qui avaient un budget environ de 50 000 à 75 000 € à la base, qui était dédié pour la rénovation de leur maison, et qui a été complètement sucré par l'augmentation des taux. Donc du coup, c'est cette nécessité de pouvoir récupérer, mais après je vous montrerai ce que ça représente, on va dire, en termes de pratique, comment le pouvoir d'achat libéré permet en fait de garantir une rénovation plus responsable. Donc voilà, là les retraits donc, ont été postés 7 jours après, donc on faisait les retraits des radiateurs, donc c'est plus de 50 familles qui ont pu récupérer donc ces 300 radiateurs. Voilà les contrôles qu'on avait mis en place, donc contrôle des réservations bien sûr via l'application, accompagnement sur le chantier et vérification des équipements pour chaque récupérateur, et vérification à la fin bien sûr des éléments qui ont été réemployés pour garantir la traçabilité. Confirmation du retrait, traçabilité automatique, envoyée du coup après aux éco-organismes, et bien sûr à la maîtrise d'ouvrage. Le bilan donc sur une semaine et à 10 jours, c'était 12,5 tonnes de matériaux réemployés, à 100% de taux de réemploi, et 51 tonnes de CO2 économisées. Alors, pour montrer des exemples concrets de réemploi, on va passer donc à des matériaux qu'on réemploie souvent, en tout cas des gisements qu'on retrouve souvent sur les chantiers, l'un sur le tertiaire et l'autre sur les réhabilitations publiques plutôt. Donc là, c'est un chantier qu'on a réalisé, donc c'était sur la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. Donc c'était des fenêtres PVC, on a intervenu en cours de chantier, je crois que c'était à peu près 6 mois après le démarrage. On a dû mettre en place donc, une zone de stockage temporaire en extérieur, sélectionner donc l'élément en cours de chantier, donc là la fenêtre double vitrage. Ensuite, l'entreprise a mis en place donc, les barrières RAS, l'utilisation bien sûr des palettes, des nouvelles fenêtres utilisées pour stocker les anciennes, et la récupération donc, des particuliers sur un rythme de 50 à 70 fenêtres semaine à peu près. Donc c'est 300 fenêtres qui ont été récupérées, et voilà à quoi ça ressemble chez les particuliers. Donc souvent, et là vous pouvez le voir, c'est donc des maisons qui se situent en Seine-et-Marne. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment le flux, c'est à côté d'Ormesson. D'ailleurs, les deux projets que je vais vous montrer sont à côté d'Ormesson. C'est comment le flux, on va dire, Petite Couronne et majoritairement Paris, parce que la majorité des chantiers qu'on a pu réaliser sont à Paris, vont alimenter aussi, en fait, le périurbain. Parce que en effet, les personnes qui donc, vont récupérer sont des personnes qui ont un pouvoir d'achat plus faible. Donc on parlait du foncier, forcément acheter moins cher, ou le foncier est moins cher, et vont faire eux-mêmes leurs travaux ou faire appel à des artisans grâce au pouvoir d'achat libéré. Et ça, je reviendrai un peu plus là-dessus. Autre exemple, la dalle de faux plafond, donc ça qu'on peut revoir principalement sur les chantiers de bureaux. Donc là, c'est un chantier qu'on a réalisé récemment, donc c'était avec Neom. Et donc là, c'était 3200 dalles donc, qui ont été réemployées en l'espace de 10 jours. Et elles ont permis, par exemple, à l'aménagement d'une salle. Donc en fait, là, la personne qui a récupéré donc, avait un bâtiment... là, c'est un peu c'était une construction donc, neuve, avec donc, une structure bois.
Et l'idée, c'est qu'elle a pu embaucher un artisan pour pouvoir poser ses plaques. Donc le pouvoir d'achat libéré lui a permis en fait de récupérer gratuitement la matière, mais de pouvoir ensuite payer un artisan pour, du coup, avec forcément des problématiques que vous connaissez tous par rapport à l'emploi. C'est plus compliqué à poser, c'est moins simple, il y a des adaptations à faire. On regardait les fenêtres, il y a des vraies problématiques, parce qu'à chaque fois, en fait, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils récupèrent des fenêtres plus petites que les ouvertures, et du coup, il y a des adaptations à faire. Et ces adaptations ont deux conséquences. C'est plus dur à poser, donc on fait appel à un professionnel. Ou, de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est aussi acheter des matériaux neufs pour garantir cette adaptation à la dépose. Dont ne veut pas dire en fait gratuité, dont ne veut pas dire en fait perte économique. C'est un découplage économique. C'est-à-dire qu'on remet la valeur de monétaire, non pas sur la matière, mais sur l'humain. Et c'est là où est la différence. Et donc, je vous ai mis quelques ressources complémentaires pour aller plus loin, bien sûr, notre site. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, je vous invite à le faire. L'espace presse, si vous voulez voir à peu près à quoi ressemblent nos différentes interventions. Et pour parler en fait un peu plus des personnes ciblées, parce que c'était un peu l'objet, c'est qu'en fait 99% des personnes qui récupèrent sont issues soit de la première couronne, soit de la deuxième couronne. À Paris, ceux qui récupèrent, parce qu'on a fait d'autres types de chantiers, vous vous doutez, il y a du mobilier, là on a parlé de la PMCB, mais il y a du mobilier aussi. Les personnes de Paris vont récupérer principalement du mobilier, mais peu en fait pour le second œuvre, ou on va dire à la marge des radiateurs en bon état ou quelques éléments. Mais on est moins sur la question du pouvoir d'achat, on est plus sur la question de on veut faire un geste pour l'écologie. Mais les personnes qui viennent, eux, du rural et du périurbain, c'est vraiment pour cette question du pouvoir d'achat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à cette pratique, c'est que ça permet de basculer en fait et de récompenser les gestes écologiques. Beaucoup de ces personnes avaient une vision de l'écologie punitive. Et grâce en fait grâce à la récupération via le don, ils ont l'impression d'être intégrés dans cette démarche globale. Voilà. Après, je pourrais parler d'autres problématiques liées à l'architecture, mais voilà. Merci.